Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, alors que le sport fait l'actualité de nombreux événements et de tous les médias, je vous propose d'explorer l'origine historique de nos champions et de nos championnes dont les exploits nous fascinent. Parce qu'avant d'être utilisé pour les sportifs ou les personnes d'exception, ce terme de champion, qui est né au Moyen Âge, avait une toute autre signification. Alors vous le savez, la Coupe du Monde de rugby bat son plein, les Jeux Olympiques de Paris approchent, et comme à chaque grande compétition, chacun espère que son équipe, son athlète préféré ou sa sportive favorite gravira la plus haute marche du podium pour devenir le champion ou la championne en titre. On entendra alors résonner dans les stades ou dans les rues des cris de victoire, on est les champions, vive le champion ou vive la championne. Alors ce terme de champion ou championne fait aujourd'hui partie de notre vocabulaire usuel, dans le contexte sportif bien sûr, mais aussi par extension dans notre quotidien, pour qualifier une personne couronnée de succès dans quelque domaine que ce soit. Par exemple, elle c'est la championne de la mécanique, ou encore lui c'est le champion de la cuisine. Mais est-ce que vous savez que ce mot de champion a en réalité une origine historique moins sportive et au final moins évidente qu'on ne peut le penser? Je vous propose donc dès maintenant de remonter aux origines de nos champions et nos championnes d'aujourd'hui. Alors tout d'abord, étymologiquement, champion vient du latin classique campus, devenu au Moyen-Âge campio, et qui se traduisent tous les deux par le mot champ, C-H-A-M-P. Mais le terme de champion dans sa définition plus actuelle vient du germanique campio, K-A-M-P-J-O, héritier du latin et qui désigne un combattant. Mais alors dans ce cas, quel est le lien entre le champ et le combat? Le champ de bataille, me direz-vous. Eh bien vous n'êtes pas loin, même si ce lien est au départ beaucoup plus judiciaire que guerrier. Tout remonte en réalité au Moyen-Âge et à une coutume originaire du nord de l'Europe qui va se diffuser en Allemagne et en Angleterre d'abord, avant de s'étendre à tout le continent. À l'époque médiévale, le champion était celui qui se battait dans un champ clos, soit un espace bien défini, réservé aux combats et aux tournois. Mais il ne s'agissait pas ici de tournois festifs ou récréatifs. Ces combats de champions devaient déterminer qui avait raison entre l'accusé et l'accusateur lors d'un conflit judiciaire. Pour savoir qui des deux parties disait la vérité, le juge décidait alors d'organiser un combat judiciaire, et comme à l'époque on pensait que toute vérité émanait de Dieu, si la volonté divine laissait gagner l'un des deux champions, c'est-à-dire l'un des deux adversaires, cela démontrait que ce dernier était innocent ou dans son bon droit. À l'origine, le champion se bat pour défendre sa propre cause, mais très rapidement, il est possible pour l'accusé, comme pour l'accusateur, de se faire représenter par des champions professionnels qui s'engagent à combattre pour la cause d'un tiers. Les règles sont simples. Tout est d'abord défini dans un cartel, ce document juridique qui établit les faits d'accusation et les conditions de résolution d'un conflit au Moyen Âge. Dans le cas des duels de champions, ce cartel, appelé aussi lettre de défi, rappelle officiellement aux deux parties les raisons du combat et précise à la fois les conditions de la victoire, en combien de coups le combat est gagné, est-ce que le combattant doit être à terre, et les sentences pour le vaincu, c'est-à-dire le champion lui-même ou celui qu'il représente, des sentences qui peuvent être une mise en demeure, la confiscation des biens ou encore la mise à mort. Concrètement, comment se passe le duel des champions? D'abord, si en amont du combat judiciaire l'un des deux combattants déclare forfait, il est immédiatement déclaré infâme et donc lui ou celui qu'il représente est déclaré coupable. Si le combat a bien lieu, tout un cérémonial se met alors en place. On rase la tête des champions, on leur fait jurer qu'ils croient sincèrement en la personne et la cause qu'ils défendent, et on leur fournit des armes qui sont au préalable bénies par un prêtre, un bouclier et une épée, mais aussi un cheval et une armure si nécessaire. La lutte pour la justice peut alors commencer sous le regard attentif du juge-arbitre et de témoins qui s'assurent du respect des règles. Le combat s'ouvre par des injures pour faire monter la tension entre les deux camps et entre les deux champions. Puis, le duel peut débuter au son de musique solennelle. Une fois que l'un des deux lutteurs a porté le nombre de coups nécessaires à la victoire, comme précisé dans le cartel, le juge jette une baguette pour mettre fin au combat. S'il y a égalité ou si le duel n'est pas terminé avant la nuit tombée, on déclare l'accusé vainqueur. Le vaincu doit alors s'en tenir aux conditions établies au préalable, qui vont de la simple présentation d'excuses officielles ou du dédommagement à la dépossession de ses biens ou même à sa mise à mort. Ces duels judiciaires vont perdurer jusqu'à la fin du Moyen Âge, puis avec l'avènement de la monarchie et d'une justice plus organisée, ils vont peu à peu se raréfier jusqu'à leur interdiction au XVIe siècle. Sous Louis XIII, qui va régner de 1610 à 1643, le duel judiciaire n'est plus toléré. Il est cependant officieusement remplacé par le duel du point d'honneur qui devait défendre l'honneur de tel aristocrate ou tel gentilhomme, mais d'un point de vue uniquement privé et donc non juridique. Par la suite, les rois de l'Ancien Régime, de Louis XIV à Louis XVI, promulgueront nombre de décrets pour interdire les duels, mais en vain. Toléré de nouveau après la Révolution, le duel d'honneur deviendra une véritable institution jusqu'à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, et en réalité, il faut attendre la Seconde Guerre mondiale pour que la fin du duel soit réellement effective en France, même si quelques combats auront encore lieu de manière non officielle. Le dernier duel pour l'honneur se tiendra ainsi le 21 avril 1967 dans le parc d'un hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine, près de Paris. Il sera organisé entre deux parlementaires, René Ribière, élu gaulliste du Val d'Oise, et Gaston Defferre, maire de Marseille et président du groupe socialiste à l'Assemblée. Alors, que s'est-il passé? La veille, une altercation entre les deux hommes a eu lieu dans l'hémicycle,
de fer ayant traité d'abruti Ribière qui lui coupait sans cesse la parole. Ce dernier exige des excuses, il n'en obtient pas et provoque alors son opposant en duel, lui laissant le choix des armes. Ce sera un combat à l'épée. Le président Charles de Gaulle essaie de faire annuler l'affrontement, mais en vain. Et finalement, après quelques échanges, Ribière est touché 2 fois au bras et perd le duel. Ce sera le dernier duel organisé en France. Quoi qu'il en soit, au fil du temps et des combats de justice, les champions qui se battaient alors pour une cause judiciaire puis pour l'honneur sont devenus les athlètes sportifs que nous encourageons et les individus qui, par leur talent, leur valeur et leur qualité, occupent le premier rang d'un domaine donné. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu et n'hésitez pas à encourager vos champions lors des prochaines compétitions sportives qui s'annoncent. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à visiter mon blog lescarnetsdigor.fr pour retrouver l'article complet illustré concernant cette anecdote, mais aussi les visites de mes lieux historiques et culturels favoris à travers les articles et les podcasts dédiés. Enfin, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis à très bientôt, bien sûr, pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.